À l'automne 333 avant notre ère, la plus grande armée du monde connue trouva enfin son adversaire. Elle le trouva au pire endroit possible. Les sources antiques parlent de centaines de milliers d'hommes du côté perse. Ces chiffres sont invraisemblables et les estimations modernes les réduisent fortement. Mais tous les récits s'accordent sur un point. Darius disposait d'une supériorité numérique considérable. Face à lui, Alexandre alignait probablement entre 30 et 40 000 hommes. Dans des conditions normales, cette différence aurait dû décider seule de l'issue. Pourtant, ce fut l'armée la plus nombreuse qui perdit sa cohésion la première. Et son roi quitta le champ de bataille avant la fin du combat. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord regarder la largeur du terrain. La bataille eut lieu sur une plaine côtière, prise entre la montagne et la mer. Selon les reconstitutions modernes, cet espace mesurait quelques kilomètres seulement. Un tel couloir impose une limite physique au nombre d'hommes utilisables. Au-delà d'une certaine largeur de front, les rangs supplémentaires ne combattent plus. Ils attendent. La question centrale n'est donc pas de savoir pourquoi Darius perdit malgré ses effectifs. Elle est de comprendre comment il en vint à combattre dans un lieu qui annulait son avantage. Si vous appréciez ce type d'analyse militaire, soutenez la chaîne avec un like et abonnez-vous pour la prochaine campagne. Car cette bataille commence par une manœuvre réussie, une manœuvre perse. Et c'est précisément ce succès qui prépara la défaite. Quelques semaines plus tôt, la situation stratégique était favorable au roi perse. Alexandre avait franchi les portes de Cilicie et occupait la région autour de Tarse. Une maladie sérieuse l'y avait immobilisé plusieurs jours, selon les récits conservés. Pendant ce temps, Darius rassemblait son armée en Syrie, dans une plaine ouverte. Ce choix était militairement correct. Une plaine large permettait de déployer la cavalerie et d'utiliser la totalité des effectifs. Si Alexandre venait à lui, la supériorité numérique jouerait pleinement. Mais Alexandre ne vint pas. Il descendit vers le sud, le long de la côte, en direction des passages menant à la Syrie. Darius décida alors de ne plus attendre. Il fit passer son armée par un col des monts Amanus plus au nord. La manœuvre était audacieuse et elle réussit. En quelques jours, l'armée perse déboucha derrière les Macédoniens, du côté d'Issos. Les malades et les blessés laissés dans la ville furent capturés et mutilés, rapportent les sources grecques. Sur le plan opérationnel, l'effet était immédiat. Darius se trouvait désormais entre Alexandre et ses lignes de communication vers l'Asie mineure. Les convois, les renforts et le courrier passaient par cette route côtière. Alexandre était coupé de son arrière. Aucun général ne peut ignorer une telle situation longtemps. Il devait revenir vers le nord et combattre. Le roi perse avait donc obtenu ce qu'il cherchait, une bataille immédiate. Mais il l'avait obtenue au mauvais endroit. Pour bloquer la route, il fallait s'installer dans le couloir côtier lui-même. Et ce couloir était étroit. Alexandre fit d'abord vérifier l'information, tant elle paraissait improbable. Un navire fut envoyé longer la côte pour confirmer la présence de l'armée perse. Puis les Macédoniens repassèrent vers le nord par un défilé resserré entre la falaise et la mer. Le mouvement se fit en partie de nuit, en colonne, sur une route unique. Au matin, les deux armées se faisaient face de part et d'autre d'une petite rivière, le Pinaros. La position perse était défensive et bien choisie dans le détail. Là où les berges étaient basses, les Perses plantèrent des pieux et renforcèrent le talus. Au centre, Darius plaça ses mercenaires grecs, des hoplites entraînés au combat de ligne. C'était la seule infanterie capable de tenir face à la phalange macédonienne. De part et d'autre, il déploya ses troupes légères et ses contingents asiatiques. La masse de sa cavalerie fut envoyée près du rivage, sur son aile droite. Là, le sol était plat et dégagé, donc favorable aux chevaux. Un détachement fut enfin posté sur les contreforts de la montagne, en surplomb de l'aile droite macédonienne. Ce groupe menaçait le flanc d'Alexandre sans avoir à descendre dans la plaine. Alexandre organisa son dispositif en réponse à ces deux menaces. Il prit le commandement de la cavalerie des compagnons à l'aile droite, contre la montagne. Il confia l'aile gauche à Parménion, avec l'ordre de ne pas s'écarter du bord de mer. Cette consigne était essentielle. Si un espace s'ouvrait entre la ligne grecque et le rivage, la cavalerie perse pourrait le franchir. La phalange occupa le centre, sur un front d'environ 3 km. Chaque camp avait donc adapté son plan au couloir. Mais l'adaptation ne coûtait pas le même prix aux deux armées. Alexandre pouvait engager la quasi-totalité de ses troupes. Darius ne pouvait pas. Derrière ses premières lignes, attendaient des dizaines de milliers d'hommes sans espace pour intervenir. La bataille allait donc se décider sur la largeur d'un front, non sur la taille des armées. Alexandre avança d'abord lentement, en conservant l'alignement de sa ligne. Sur un terrain irrégulier, une avance rapide disloque les intervalles entre les unités. Il fit halte à plusieurs reprises pour laisser les rangs se resserrer. Son premier problème
était le détachement perse installé sur les hauteurs. Il envoya contre lui des archers et des troupes légères, notamment ses Agrianes. Ces hommes montaient vite, sans armure lourde, et pouvaient combattre en terrain rocheux. Les Perses des contreforts reculèrent sans livrer de combat sérieux. La menace sur le flanc droit disparut, et Alexandre put récupérer une partie de ses unités. La première option perse venait de se refermer. À portée de trait, la ligne macédonienne accéléra. La charge rapide réduisait le temps d'exposition aux flèches perses. Sur l'aile droite, la cavalerie des compagnons franchit la rivière presque sans obstacle. À cet endroit, les berges étaient praticables et les défenseurs peu nombreux. Le choc frontal entre cavalerie lourde et infanterie légère fut très inégal. Les contingents de l'aile gauche perse ne disposaient ni de la profondeur ni de l'armement pour absorber la charge. Ils reculèrent, puis se désorganisèrent, puis quittèrent le champ de bataille. En moins d'une heure, un tiers du front perse avait cessé d'exister comme force cohérente. Le plan d'Alexandre fonctionnait exactement comme prévu. Et c'est précisément ce succès qui créait maintenant un nouveau danger. En avançant plus vite que le reste de la ligne, la droite macédonienne s'était détachée du centre. Un intervalle s'ouvrait entre la cavalerie et la phalange. Or, les meilleurs soldats de Darius se trouvaient juste en face de cet intervalle. Au centre, la phalange rencontra une résistance qu'elle n'avait pas connue au Granique. Les hommes devaient descendre une berge, traverser l'eau, puis remonter face à des hoplites en position. La sarisse macédonienne, longue de plusieurs mètres, exige un terrain régulier pour rester efficace. Choisissez ma voie. Sur une pente boueuse, les pointes se relèvent et les rangs perdent leur alignement. Les mercenaires grecs combattaient au contraire sur un sol stable, avec boucliers et lances courtes. Dans cet espace, l'avantage technique de la phalange s'annulait. Le combat devint une poussée frontale, à courte portée, sur les bords de la rivière. Là où l'intervalle s'était ouvert, les hoplites pénétrèrent dans la ligne macédonienne. Les pertes furent lourdes parmi les officiers. Un commandant de bataillon fut tué avec plus d'une centaine de Macédoniens de rang, selon les récits conservés. Pendant ce temps, la situation devenait critique à l'autre extrémité du champ de bataille. La cavalerie perse du bord de mer avait franchi la rivière en masse. Elle attaqua la cavalerie thessalienne de l'aile gauche macédonienne. Sur ce terrain plat, elle disposait du nombre et de l'espace nécessaires. Les Thessaliens n'essayèrent pas de tenir une ligne fixe. Ils reculèrent par retraites successives, obligeant les escadrons perses à les poursuivre en désordre. Cette tactique ne gagnait rien. Elle achetait du temps. Le tableau, au milieu de la bataille, s'était donc inversé par rapport aux prévisions. La droite d'Alexandre avait gagné son secteur. Son centre était en difficulté et sa gauche reculait. Si la phalange cédait avant que la droite n'intervienne, l'armée macédonienne serait coupée en deux. Alexandre avait alors le choix entre deux risques. Poursuivre l'aile perse en fuite ou abandonner cette poursuite pour sauver son propre centre. Il choisit d'arrêter la poursuite. Cette décision est le véritable moment décisif de la journée. Une cavalerie lancée en poursuite est difficile à rappeler, et la manœuvre exposait son propre flanc. Mais elle transformait une victoire locale en menace directe contre le centre perse. Les escadrons macédoniens virèrent vers la gauche et remontèrent le long de la rivière. Ils frappèrent les mercenaires grecs sur leur flanc découvert, là où le bouclier ne protège pas. Une phalange d'hoplites ne peut pas changer de direction rapidement sans perdre sa cohésion. Ceux du centre perse étaient déjà engagés de face contre la phalange macédonienne. Pris entre deux pressions, leur formation commença à se disloquer. Derrière eux se trouvait le poste de commandement de Darius, avec son char et sa garde. Dans le système perse, le roi n'était pas seulement un chef. Il était le centre de transmission des ordres pour toute l'armée. Lorsque la cavalerie macédonienne approcha, la garde royale se battit devant le char. Puis, Darius quitta le champ de bataille. Selon les récits grecs, il partit d'abord en char, puis à cheval, lorsque le terrain devint impraticable. Il abandonna son manteau, son arc et son bouclier, retrouvés ensuite par les Macédoniens. Ce départ n'était pas seulement un choc psychologique. Il supprimait la seule autorité capable de coordonner les réserves encore intactes. Les dizaines de milliers d'hommes massés à l'arrière ne reçurent plus aucun ordre utile. Ils ne pouvaient pas non plus reculer facilement. Le couloir côtier, si commode pour bloquer Alexandre, devenait une impasse. Les défilés et les ponts se remplirent d'hommes et de chevaux en fuite. Les récits antiques insistent sur le nombre de morts provoqués par l'écrasement plutôt que par les armes. Les mercenaires grecs, seuls, se retirèrent en gardant une partie de leur ordre. Le reste de l'armée perse ne se reforma pas. Le camp perse fut pris le soir même. La mère, l'épouse et les enfants de Darius y furent capturés. Alexandre les traita avec ménagement, ce qui avait une valeur politique évidente.
Un roi qui protège la famille royale se présente en successeur, non en pillard. Les conséquences militaires furent plus importantes encore que le butin. Darius avait perdu son armée de campagne, mais surtout sa capacité à défendre la côte. Aucune force perse ne pouvait plus protéger les cités phéniciennes. Or, ces cités abritaient les équipages et les ports de la flotte perse. Alexandre n'avait jamais pu vaincre cette flotte en mer. Il décida de la neutraliser en prenant ses bases à terre. La campagne suivante fut donc un siège, celui de Tyr, et non une nouvelle bataille rangée. Darius envoya plusieurs propositions de paix, offrant des territoires et une rançon. Elles furent refusées, car la victoire d'Issos avait supprimé la nécessité d'un compromis. 2 ans plus tard, les 2 rois se retrouvèrent à Gogamel, en Mésopotamie. Cette fois, le terrain fut large et plat, choisi par les Perses. Darius put y déployer ses effectifs et ses chars. Il perdit également cette bataille, ce qui montre que la géographie d'Issos n'explique pas tout. Mais à Issos, elle explique l'essentiel. Une armée nombreuse enfermée dans un couloir de quelques kilomètres ne peut utiliser qu'une fraction de sa force. Le reste devient un obstacle pour sa propre retraite. Si cette analyse vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous pour la prochaine campagne. Quelle campagne militaire devrions-nous analyser dans la prochaine vidéo ?